Aujourd'hui, nous plongeons dans un discours qui résonne au cœur de la continent africain. Abdoulaye Diop, éminent penseur et défenseur de la souveraineté africaine, nous livre un message puissant et inspirant. Alors, regarde. Il faut que nous transformions nos organisations régionales pour que ces organisations régionales soient le reflet de nos besoins, de nos préoccupations, et que nos organisations soient pilotées par des leaderships véritablement africains, que ces organisations ne soient pas télécommandées de l'extérieur, ne soient pas sujets à une ingérence extérieure. C'est le problème qu'on a eu avec la CEDEAO, avec l'UEMOA en particulier. Nos pays ont été sanctionnés parce que la télécommande était à Paris ou ailleurs. Je pense qu'on ne peut pas être dans des organisations qu'on ne contrôle pas. On ne peut pas abandonner une partie de sa souveraineté à une organisation et que cette partie de la souveraineté soit utilisée comme une arme contre nous. On met nos sous à une banque centrale, demain, la banque centrale devient une arme qu'on utilise contre toi. Tu adhères au traité d'une organisation, demain on utilise ce traité pour fermer tes frontières. On n'utilise même pas le traité, parce qu'en fait c'est souvent un bloc. Un ou deux dirigeants décident qu'on va fermer la frontière au Mali, et d'une capitale extérieure, quelqu'un décide que le Mali doit être sanctionné et le Mali est sanctionné. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes. Mais nous avons adhéré à ces organisations en tant qu'État souverain. Donc je l'ai dit dans le passé, le Mali et d'autres pays, le Burkina, le Niger, le Tchad ou d'autres, mais c'est nous qui avons créé ces organisations. Elles n'ont pas créé nos pays qui sont des pays éternels. Donc ça aussi, il faut qu'on intègre cela. Ces organisations ne peuvent pas nous contrôler. Et nous n'allons pas abandonner notre souveraineté à des organisations qui ne sont pas contrôlées par nous. Donc il faut un leadership africain de nos organisations internationales. Naturellement, la 8e leçon sur laquelle j'ai insisté, c'est que oui, le sécuritaire est important, mais il faudra aussi trouver les moyens de mener des réformes politiques institutionnelles pour pouvoir répondre aux aspirations de nos populations. Parce que beaucoup de questions que nous connaissons, que ce soit des rébellions, des problèmes avec les jeunes, etc., c'est aussi parce que nous n'avons pas mené des réformes politiques et institutionnelles qui répondent aux aspirations de nos populations, qui permettent d'avoir aussi comme partie prenante et surtout d'instaurer une gouvernance qui soit en ligne avec les préoccupations de nos populations. Ça, je vais au-delà des élections. Les élections, c'est indispensable pour une démocratie, mais les élections ne sont pas la démocratie. Les élections seules ne constituent pas la démocratie. Donc il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir créer des systèmes de gouvernance qui font participer la majorité de nos populations pour avoir une gouvernance dans laquelle nous nous reconnaissons. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des systèmes de gouvernance dans lesquels nous nous reconnaissons et qui nous valorisent? Par exemple, au lendemain des indépendances, on a estimé que toutes les légitimités traditionnelles, les chefferies traditionnelles, c'était inutile. Il fallait casser ça. On a cassé, on est parti de zéro. C'est pourquoi je dis que nous devons apprendre de nos erreurs. Peut-être que nous aurons pu nous inspirer. Je ne veux pas dire que ce système traditionnel est le modèle, mais nous aurons pu, en Angleterre, mais la reine d'Angleterre vient d'un système traditionnel britannique qu'ils ont pu adapter au système démocratique. Mais pourquoi nos pays ont dû jeter le bébé avec l'eau du bain et singer totalement un modèle étranger sans même nous poser la question? Pourtant aujourd'hui, que ce soit la Chine ou d'autres pays, ils ont leur modèle. Qu'on le critique, qu'on soit d'accord ou pas. Donc ceci est là. Donc la 9e leçon sur laquelle j'ai insisté, parce que beaucoup de problèmes que nous avons, y compris des problèmes sécuritaires ou politiques, ont leur source dans l'économie. Je dis qu'il faut que les pays africains transforment leurs économies, parce que nous ne les transformons pas. Nous sommes dans un système économique néocolonial et impérialiste, où nous continuons à être des sources de matières premières pour approvisionner les marchés occidentaux ou extérieurs. Il faut que nous puissions transformer, que ce soit dans le cas du coton ou dans d'autres, il faut qu'on transforme pour créer des valeurs ajoutées. Et cette transformation économique, comment nos pays peuvent faire en sorte que cette transformation économique bénéficie à la majorité de notre population? Dans la plupart de nos pays,
70 à 75% de la population est jeune. Dans la plupart de nos pays, au moins 60% de la population est constituée de femmes. Aucun pays, aucun continent, aucune civilisation ne s'en sort en étant la majorité sur le chemin. D'ailleurs, si nous ne nous occupons pas de nos jeunes gens, ils vont s'occuper de nous. Dans la plupart des pays où vous voyez les changements politiques, mais ce sont les jeunes là qui sont en première ligne. Dans les groupes terroristes, qui est-ce qu'on recrute? Ce sont les mêmes qui sont sur le chemin de la migration. Donc je pense que si nos pays ne comprennent pas qu'il faut que nous donnions des alternatives à ces jeunes gens, ça ne va pas marcher. Si moi je suis un jeune homme, je suis assis à Tombouctou, à Kidal, à Gao, si les seuls qui m'offrent une opportunité de me développer sont des groupes terroristes et des bandes criminelles, je pense que je prendrai cette main qui est venue m'aider. Donc je pense que nous devons transformer nos économies en mettant l'accent sur ça. Le dernier point que j'ai partagé avec les uns et les autres, c'était la notion de donner une place à l'Afrique sur la scène internationale. Ce n'est même pas de donner, mais l'Afrique doit prendre sa place dans le concert des nations, parce que personne ne nous donnera rien dans cette affaire. Parce que les relations internationales sont plus gouvernées par la force, souvent la force brutale, que par le droit ou l'équité. Mais je dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, la place qui est donnée à l'Afrique, aux Nations Unies, dans les institutions financières internationales, c'est injuste. Comment un continent aussi grand que l'Afrique n'a même pas une seule place au Conseil de sécurité des Nations Unies de membres non permanents. Mais en même temps, il faut qu'on se pose aussi la question. Si l'Afrique doit être sur la table, sur la scène internationale, hier je le disais encore dans une conférence, l'Afrique ne doit pas être le menu. L'Afrique ne doit pas être le menu, mais l'Afrique doit être autour de la table en tant qu'acteur. Si l'Afrique est autour de la table en tant qu'acteur, il faut que cet acteur-là vienne en substance, en qualité et en différence. Parce que si l'Afrique est un supplétif de certaines puissances au Conseil de sécurité ou à la Banque africaine de développement ou à la Banque mondiale, un coup on vote avec les Occidentaux, un coup on vote avec les autres, ça ne sert à rien même d'être là-bas, on aurait dû même les laisser diriger. Mais si l'Afrique vient, elle doit porter la voix et la préoccupation des Africains. Elle doit apporter une perspective différente de l'Afrique, un poids différent, une approche différente. Si on n'amène pas ça, je crois que ça ne sert à rien d'être là pour être là, parce que l'Afrique est là. Donc l'Afrique ne doit pas être le menu, l'Afrique doit être un acteur, mais un acteur qui apporte aussi cette substance différente. Ce sont vraiment les 10 leçons que j'ai partagées lors de la rencontre de Kigali, en indiquant qu'il s'agit de repères fondés sur l'expérience propre de notre pays, qui était fondée sur les trois principes que nous connaissons tous, qui doivent nous aider aussi à définir chacune de ces leçons. Je m'excuse d'avoir été long, mais parce que c'était une conférence de 3 heures de temps. Voilà, mais c'est un peu les messages que j'ai portés à ce niveau, qui, je pense, reflètent le vécu et les préoccupations des Maliennes et des Maliens. Merci bien, monsieur le ministre, pour ce ramassis succinct. Et ça nous a permis d'appréhender la profondeur de ce qui a été dit.